Bonjour les leader makers, c'est Smartful et on se revoit enfin. Effectivement, on a eu une petite pause, 4 jours, 5 jours, c'est long quand même, c'est super long. Mais c'est pas grave. On repart avec la lecture d'un article que je vous ai promis de faire, celui d'Ilya Zoldanitsky. Vous savez, il avait fait deux articles, un article dont j'avais fait une longue lecture sur 4 vidéos, donc en 4 parties, et ouais, il y avait des vidéos qui duraient presque 40 minutes. Là, je vais être un peu plus rapide et on le voit, c'est plus rapide, 17 minutes. Et en plus, je vais aller vite parce que bon, voilà. J'ai eu quelques commentaires qui me disaient tiens, c'est intéressant, mais c'est trop long. Bon, bref. Je vais essayer d'aller à l'essentiel et de parler plutôt des idées plutôt que de faire la lecture. Même si bah, on va quand même se baser sur le texte, hein. Donc, c'est l'orienté objet, la plus grande histoire de la computer science. Alors là, on est sur. Donc, c'est un article récent. Donc voilà, pour l'instant, son succès est mitigé. Donc, il y a eu 3500 claps et 85 commentaires. Il l'a écrit donc le 4 janvier 2021. Là, on ne le voit pas, mais on va utiliser un autre outil. Enfin, j'utilise un autre outil qui montre voilà, que c'est le 4 janvier 2021. Parce qu'on est capable de faire du surlignage. Enfin, je suis capable avec cet outil de faire du surlignage, ce que je peux pas faire sur Medium. Et donc on va commencer tout de suite. Donc voilà, il nous a expliqué. Alors, je fais déjà une présentation. Il nous a expliqué dans le précédent article que c'était horrible l'orienté objet. Mais là, il va aller nous montrer en fait en quoi c'est vraiment horrible parce que effectivement, est-ce que on va vraiment faire un move? Est-ce que après avoir est-ce que après avoir lu cet article ou écouté mes vidéos, vous avez fait un move? Je ne sais pas, et même je ne pense pas. On a vu qu'effectivement, l'orienté objet a peut-être quelques faiblesses, mais est-ce qu'on va vraiment mover? Est-ce qu'on va vraiment faire l'effort d'apprendre un nouveau langage? Bah peut-être pas. Moi en tout cas, ça m'a pas. J'ai eu la curiosité de voir ce qu'était la programmation fonctionnelle, mais voilà, sans plus. Et cet article est un peu plus convaincant. Alors, il nous dit pourquoi l'orienté objet est dangereux. Et il va nous parler en fait d'un accident. Alors je crois que Renault avait eu aussi le même problématique, mais vous savez, il y a des accidents où. Alors non, ça c'est un autre problème, mais Renault c'était le régulateur de vitesse. Et là c'est quelqu'un qui, donc John Bookout, enfin il nous le cite comme exemple, mais apparemment il y a eu tout un tas d'autres accidents, de quelqu'un qui appuie sur la pédale d'accélération, qui relève la pédale d'accélération et la voiture continue d'accélérer. Il appuie sur le frein, ça ne fonctionne pas. Bon, et c'est arrivé sur des Toyota Camry. Je vois pas du tout à quoi ça ressemble, et je m'en fous. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas mis de photos ou quoi que ce soit, c'est pas important. Tadadam. Donc voilà, et c'était en fait voilà, c'est arrivé plusieurs fois, il y a eu 100 morts en fait, donc c'est arrivé plein de fois où il y a eu une accélération qui n'était pas voulue. Et il y a eu des équipes, alors il y a eu plusieurs équipes, dont une équipe de la NASA qui a regardé le code, qui a rien trouvé, et puis quelques années plus tard, il y a une autre équipe qui s'est remis dessus, qui a étudié le code pendant 18 mois, et qui a dit que le code était totalement pourri. Ils ont dit que c'était du code spaghetti, une façon de dire que c'est du code pourri, hein. Et ils ont dit qu'en fait, il y avait 10 millions de façons que le logiciel cause une accélération non intentionnelle. 10 millions. Et ça, c'est parce que c'était beaucoup trop large. C'était parce que le code était. Donc, le projet devait être énorme, hein. On devait avoir un projet extrêmement complexe avec tout un tas de développeurs dessus. Parce que voilà, pour qu'il y ait 10 millions de façons, je pense pas qu'il y avait un petit fichier. Ça devait être un gros problème. Toyota a donc dû rappeler 9 millions de voitures, c'est quand même dur, hein, c'est très très dur. Et ils ont eu 3 milliards d'amendes, de réparations à faire, hein, quand même, il y a eu 100 morts, c'est pas rien. Alors, quand on vous demande, j'imagine qu'il y a pas mal de développeurs qui regardent ça, quand on vous dit tiens, va vite, la qualité du code, on s'en fout, ce qu'il faut c'est que ça fonctionne, rappelez-leur ça. Ah, mais Toyota a. Alors, on était en 2007. Ah, mais on a vu qu'on était plus. Bon, dit 2007, hein, c'est pas grave, on n'a pas la date de la condamnation, mais en 2007, il y a eu une série d'accidents à cause d'un code de mauvaise qualité. Toyota a dû payer 3 milliards de réparations à cause de ça. Donc, un code de mauvaise qualité, ça peut engendrer des poursuites juridiques et des frais. Vous leur dites ça, bon, et tu dis, bah, donc je dois faire du bon code. Voilà. Histoire de dire que du mauvais code, ça peut avoir un impact.
Sauf que, bah, voilà, mais des fois, ça peut être compliqué. On peut, essayer de faire tout ce qu'on peut. Est-ce que, y a pas quand même, est-ce que ça peut pas quand même survenir comme ça? Même avec toutes les précautions qui sont prises. Toyota, c'est pas non plus, une petite start-up, qui venait de débarquer. Alors est-ce qu'il y a eu des négligences ou non? C'est quand même des gens sérieux, hein. C'est quand même aujourd'hui le bon, ils se sont remis, hein, a priori. Ils ont repris la première place, il me semble, en termes de constructeurs automobiles. Donc, est-ce que la spaghetti code, c'est un problème? On va nous citer un deuxième cas, celui de Boeing avec ses 737 MAX qui sont écrasés. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler. On a Safran. J'ai plus le nom. En fait, il y a eu tout un tas de changements de nom dans l'industrie aéronautique, mais bon, il y a Safran et General Electric qui ont fait une joint venture pour faire les moteurs des moyens courriers, donc pour les A320 et les Boeing 737. Ils faisaient un moteur qui s'appelait le CFM 356, je crois, j'en suis pas sûr. Et ils ont voulu changer le moteur pour qu'il consomme moins de carburant et qu'il fasse aussi moins de bruit. Ce qui permet bah, aux aéroports d'avoir moins de dédommagements à payer aux villages, aux villes, aux quartiers qui sont impactés par le bruit incessant des avions. Bon, après, c'est que je crois que c'était 10 ou 15%, c'était pas non plus révolutionnaire, mais bon, voilà, si tu dis à un aéroport, voilà, quand une compagnie aérienne dit, bah tiens, j'ai un nouvel avion qui a 10%, qui fait 10% de moins de bruit, l'aéroport peut faire un calcul en disant, cool, je vais faire des économies parce que j'aurai moins de dédommagements à faire, et donc le constructeur d'avion peut se dire, hey, j'ai un nouveau moteur qui fait moins de bruit. Donc, toi, compagnie aérienne, tu auras un intérêt économique à acheter mon nouvel avion. Bon. Le problème, c'est que qui dit nouveau moteur dit bah, changement de structure. Et donc changement aussi de logiciel. Et a priori, il y avait des problèmes en fait de calcul de décrochage. Et en fait, au décollage, les avions en fait ont décroché parce que il y a l'alarme, enfin, il n'y avait pas des signaux d'alarme qui disaient tiens là il faut redresser ou cela. Et donc pareil, hein, dans les avions, le code devait être énorme et il y a des problématiques qui n'ont pas dû être décelées. Et voilà, il nous dit que le spaghetti code, c'est horrible. C'est horrible parce qu'en fait, du code, on en a dans les avions, dans les équipements médicaux, on en a dans les centrales nucléaires. Donc, ouais, ça peut être embêtant. Il peut y avoir ça peut amener à des gros problèmes. Une phrase que je trouve super intéressante, super cool, c'est voilà, on entend toujours des développeurs dire mon code il fonctionne, c'est ce qui compte, si les gens le comprennent pas, c'est pas utile, et puis s'ils le comprennent pas, c'est qu'ils sont stupides, moi je suis un mec super intelligent. Bref. Alors si le code ne fonctionne pas, bah effectivement il est cassé, par contre si personne n'arrive à le comprendre, bah il va casser un jour. C'est-à-dire que si personne ne peut le corriger, c'est embêtant. Donc non, si t'es extrêmement intelligent, tu es capable de faire du code que les autres arrivent à lire. En tout cas, tu dois. Parce que on peut être amené à faire des modifications dessus. Donc voilà. Ou sinon, tu travailles tout seul, et même si tu travailles tout seul, ton code va être embarqué quelque part. Et après, ça dépend du. Si tu fais un jeu vidéo, c'est pas grave. Si tu agis sur un programme qui va aller sur un équipement médical, sur un avion, sur une voiture, sur une centrale nucléaire ou n'importe quel autre outil quand même qui est assez important, tu auras peut-être d'autres personnes qui seront amenées à intervenir dessus pour comprendre ce que tu as écrit. Et donc, même si tu es seul, tu devras peut-être faire en sorte que ce soit lisible. Donc voilà, à un moment, il faut un peu rétrécir son melon. C'est bien d'avoir un ego, mais il faut aussi que ce soit positif et pas que ce soit malsain. Bon, bah, ça, c'était c'était. C'était perso. C'était mon analyse personnelle. Bon, alors là, qu'est-ce qu'il nous raconte les programmes That program code should be written Ah oui, ça c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire qu'un programme, on a des limitations au niveau de notre cerveau, et en fait, un programme doit être écrit de façon à ne pas surcharger le cerveau humain. Et le code spaghetti bah, rend en fait impossible la compréhension d'une base de code par des humains. Ils ont passé 18 mois, hein, les mecs les experts, à comprendre le code de Toyota. Hein, et les mecs de NASA avaient échoué, donc bon.
comme quoi, en fait, il y a l'aspect technique, mais il y a aussi le côté, bah, on doit penser à l'humain, et tiens, qui relie ça, et il faut revenir à la base, il faut peut-être revenir au code. Est-ce que le code n'amène pas, en fait, à des difficultés de lisibilité à terme? Et il y a des codes qui sont totalement incompréhensibles, et les gens sont contents parce qu'ils arrivent justement à voir comment dire, le skills d'arriver à faire des choses qui sont qui fonctionnent avec un code qui est compliqué à utiliser. Donc ils se disent, ah t'as vu, je suis super fort, je suis super intelligent, mais en fait ouais, c'est pas exploitable parce qu'il faut justement qu'on arrive à comprendre ce qui a été écrit. Et donc la lisibilité, c'est un point important. Voilà, voilà, donc là, il va nous bon, ça c'était plutôt théorique, hein, sur la qualité de code, on n'est pas sur du concret, et là, il va nous expliquer pourquoi, en fait, l'orienté objet, bah, c'est la racine du mal. Et là, on va aller un peu plus vite, hein, parce que l'idée, c'est pas non plus de s'attarder sur l'article. Ouais, vous voyez, je saute pas mal de paragraphes, hein, je fais pas de la lecture. Voilà, donc, OOP is not the solution. Alors, c'est pas Attends. Is not the solution we have been looking for. It provides no constraints. L'orienté objet, enfin, il n'y a aucune contrainte qui nous permet de faire un code qui va être plus lisible et qui va pas générer certaines problématiques qui seront citées plus tard. Donc je vais pas forcément rentrer dedans. Non-built, il n'y a pas de fonctionnalité built-in, donc native, qui permettent d'éviter le code spaghetti. En même temps, c'est vrai que le terme code spaghetti, il est pas très clair. Après, on va revenir sur des choses qui sont un peu plus claires, hein, quand même. Donc, on a dit que la plupart des codes orientés objets, par défaut, avaient partageaient en fait la référence. Donc, enfin, is shared by reference. Voilà, tout est partagé par référence, ce qui fait qu'en fait, on a des objets qui sont mutables, ce qui peut être assez emmerdant. Et donc, ce qui fait, oui, surtout qu'en fait, on a un grand state global. Et ça, on a vu qu'une variable globale, c'était dans les précédentes vidéos, et même si t'as pas vu les précédentes vidéos et que t'as des notions en développement, tu sais qu'une variable globale, c'est pas une très très bonne idée. Donc voilà, ce qui nous explique. On va aller un peu plus loin. Ah, voilà, là on vient sur les points qui sont vraiment intéressants, et sur les points sur lesquels je vais insister. Donc il nous dit, voilà, l'orienté objet, en fait, voilà, ça tend en fait à la spaghettification du code. Qu'est-ce qui rend un code le code spaghetti, en fait, ça rend ton code donc immaintenable. Or, le but, c'est justement de le rendre maintenable. Et en fait, on va pas uniquement parler de la maintenabilité, parce que ça, c'est un des aspects. Ce qui compte aussi, bon, tu vas me dire, il y a les performances, mais ça, effectivement, c'est important, mais c'est pas ce qui va compter de prime abord, parce que si tu as un logiciel qui est fiable, donc reliable, ça veut dire fiable, si tu as un logiciel qui est fiable, mais pas performant, c'est mieux qu'un logiciel qui est performant, mais qui est pas fiable. Alors que tu préfères quoi dans ta centrale nucléaire? Un code qui est pas fiable, mais qui est performant, ou un code qui est peu performant, mais qui est fiable? Donc tu comprends que si tu penses en termes de sécurité, mieux vaut miser d'abord sur la fiabilité et après sur les performances. Ok? Bon. Donc on veut de la fiabilité, et pour ça, bah, il nous faut de la prédictibilité. Et on parle de prédictibilité et de déterminisme. Donc voilà, là c'est ces deux mots qui vont être importants, prédictibilité et déterminisme. Et le déterminisme, voilà, il nous explique ce que c'est, the former function. Ah, là on va revenir sur, il y a du code. Donc on parlait de déterminisme. Voilà, donc comme vous voyez, ici on a une fonction qui s'appelle compute_a, et on lui met 2 en paramètres, en données d'entrée, et dans les résultats de sortie, on a 4, et chaque fois qu'elle est appelée, elle nous donne 4. Donc là, tac, on revient ici. Donc les fonctions en fait produisent toujours les mêmes sorties pour les mêmes entrées. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est quelque chose que tu dois garder en tête. Pour les mêmes entrées, j'aurai les mêmes sorties. Comme les fonctions en mathématiques. Donc dans d'autres mots, on a un comportement déterministique. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important.
Si pour les mêmes entrées, tu n'as pas toujours les mêmes sorties, hein, là, ça commence à craindre. Tu vois, on commence à aller dans des effets de bord, et ce qui est le prochain point, hein. Voilà, les effets de bord. Donc, if you like taking medication... Alors, c'est comme si tu prends en effet de bord, c'est quoi? Tu prends un médicament parce que tu as mal à la tête, et puis tu as des nausées à cause de ça. Bah ça, c'est un effet de bord. C'est-à-dire que la molécule, elle va pas uniquement agir sur ton mal de tête, elle va aussi agir sur tout un tas de choses, et c'était pas voulu. Bon. Et donc, dans le code, c'est la même chose, tu fais une modification, et ta modification va générer pas uniquement ce que tu croyais modifier, mais aussi d'autres choses. Pour mieux comprendre ça, donc oui, ça c'est un résultat qui n'est pas déterministique, enfin qui n'est pas déterminé. Alors que toi, tu as compute B, on l'appelle 4 fois, 3 fois il nous donne un résultat, et la 4e fois il nous donne un autre résultat. On n'a pas, pour les mêmes données d'entrée, toujours les mêmes sorties. Bon. Et là, on va voir un exemple de... Donc là, tu as une fonction qui s'appelle add, où on additionne. Là, tu as box, où on prend une valeur, on renvoie, en fait, on la renvoie dans un objet. On a 2 et 2', où on fait box de 2. Et ici, on va appeler, donc, voilà, add, où on va faire tout et tout prime. Et, ah oui, non, la fonction add, c'est ça, donc c'est aValue plus bValue. Et ça nous renvoie à chaque fois 4, voilà, donc là on a un comportement déterminé. Sauf que là en fait on va changer la fonction add, on va faire, ouais bon bah on va renvoyer a en fait, et on va faire a plus égal b. Ça revient au même en fait, tu vas me dire, a priori ça revient au même, et c'est peut-être même un peu plus condensé, c'est un peu plus élégant, ok cool, on part là-dessus. Et en fait on se rend compte qu'en faisant ça, bah toi ici t'as add, tout et tout prime, et en fait... Bah, on vient rajouter, on a 4, là on a 6, là on a 8, et tu dis mais c'est quoi le délire? Je mets tout et tout prime. Bah, en fait, tout simplement parce que ce qui se passe ici, ça va avoir un effet à l'extérieur. Et je me dis, en fait, ça me fait penser aux pointeurs. Et les pointeurs, je me suis toujours dit, bah c'est vrai que c'est pratique, mais en fait, c'est pas une... c'est un peu de la merde. Parce que, alors, ça dépend, si t'as besoin de libérer la mémoire quand t'es en C, ça peut être utile. Mais par contre, quand c'est pour passer des valeurs par référence, ça m'a toujours semblé tricky, en fait. Je me dis, mais t'as la possibilité d'avoir des effets de bord horribles. Et ouais. Bah, comme là, en fait, hein, tu vois, et imagine, hein, ce genre de choses, bah, ça peut générer, par exemple, une accélération infinie. Ça peut être horrible, et ça, c'est difficile à voir quand tu vois ça, quand tu vois pas cette partie du code, tu vois ça, tu te dis, mais où est le bug? Qu'est-ce qui va pas? Et quand tu lis ça, bah, tu le devines pas, en fait. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est ultra problématique. Allez. Voilà, est-ce que l'orienté objet, donc, combien est-ce que c'est pur? Voilà, là on va nous parler des getters et des setters. En fait, quand tu as un getter, tu récupères en fait plusieurs fois en fait un attribut d'un objet, et en fait, vu qu'il peut être modifié par d'autres objets, et ben tu vas pas toujours recevoir la même valeur. Donc déjà, ça fait en sorte qu'on a un comportement qui est pas déterministe, pas déterministique. C'est pas le mot en français, mais bon, bref. Déterministique, tu me comprendras. Pour les setters, eh ben, on sait très bien que quand tu vas setter un attribut d'un objet, vu qu'il peut être utilisé par ailleurs, eh ben, tu vas générer des side effects. Et ça, c'est pas cool. Et donc, il nous dit, voilà, la programmation orientée objet n'est pas déterministique et cause des side effects. Donc, c'est ultra dangereux pour ça. Et là-dessus, je peux que dire oui, je peux que dire oui. Et toi aussi, en regardant cette vidéo, tu vas pas me dire, ouais, mais non, mais... Là, tu dis, ouais, putain, et tu te rends compte que c'est horrible aux yeux, en fait, des accidents qu'on nous a montrés avant. Crash d'avion, voiture qui déconne, et on est dans un monde de plus en plus, de plus en plus technologique, où on délègue de plus en plus d'actions, de plus en plus de décisions à des machines. Et là, tu te dis, ah ouais, mais là, il y a un gros problème, en fait. En fait, il y a des bugs logiciels qui peuvent arriver, et tu te dis, putain, c'est effrayant quand j'ai lu ça. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je me suis dit, sincèrement, la lecture d'articles, c'est fini, c'est chiant. Bon, ça fait quelques vues, quand même. Ça fait quelques vues, on va être honnête.
C'est pas non plus dramatique, hein. Il y a des vidéos, des fois je me dis, tiens, ça a bien fonctionné, c'est court, c'est nerveux, ça fait 4 vues. Youpi! Et là, tu vois, je me suis dit, en fait, ça m'a tellement choqué, je me suis dit, je dois en faire une vidéo. En plus, bah, c'est dans le thème de ma chaîne, mais je me suis dit, je dois en faire une vidéo, je dois prévenir les développeurs en disant, potentiellement, l'orienté objet, ça pose des gros problèmes. Alors après, ça dépend ce que tu fais. Si tu travailles sur un petit site e-commerce, bon, bah, il y aura des clients qui seront mécontents s'il y a des problématiques. C'est pas si grave que ça dépend sur quoi tu travailles. Mais voilà, faut quand même l'avoir en tête. Ça veut pas dire que tu dois changer de taf, mais il faut quand même se dire, ouais, bah tiens, ce sur quoi je travaille, c'est potentiellement instable, voilà. Et en tout cas le savoir, et pas faire preuve de mauvaise foi si on dit, tiens, tu travailles sur quelque chose d'instable, tu vas le mettre dans une centrale nucléaire, c'est ok. Bah non, faut le dire, non, là, utilise pas d'orienté objet sur une centrale nucléaire. Hein. Clairement, là, bah, voilà, voilà, on va accélérer, bam, il compare ça en fait à la médecine. C'est-à-dire qu'avant, dans le passé, il n'y avait pas d'essais rigoureux, on ne faisait pas pour les médicaments, pour les traitements, on ne faisait pas de tests en double aveugle pour confirmer l'efficacité donc d'un traitement ou d'un médicament. Et puis les personnes en fait se reposaient principalement sur la confiance qu'ils avaient en fait dans leur médecin. Donc s'il y avait un médecin qui était charismatique, bah voilà, tu vois, il pouvait avec sa grosse tête et son gros melon dire oh oui, faut prendre tel médicament, oui, je fais des saignées, ça marche. Attendez, moi je suis un grand médecin, j'ai gagné plusieurs prix, le saigner c'est bien, c'est cool, bon. Voilà. Et voilà, on voit. Alors, tu vas me dire, ouais, ça c'était dans le passé, je crois qu'il parle même de Moyen-Âge. On a vu là pendant la crise, on y est encore, qu'il y avait encore ce type de posture. Donc voilà. Et puis, donc, ça nous permet de comprendre que dans le milieu du logiciel, on est encore, et c'est ce qu'il dit, voilà, ça repose pas sur des bases solides, mais même en médecine encore, hein, le double aveugle, a priori, c'est pas encore la norme. Et puis j'ai lu le bouquin de Laurent Alexandre, comment ça s'appelle Jouissez jeunesse. Il nous explique aussi que même dans les années 2000, il y avait, voilà, il y avait un médicament pour les cardiaques qui était donné, mais il n'y avait pas eu de test en double aveugle qui avait été mis en œuvre. Et ils se sont rendus compte, après le test en double aveugle, que le médicament qui était censé améliorer les choses, eh ben, il provoquait une surmortalité. Donc en fait, même dans la médecine, on n'a pas encore d'essais rigoureux systématiques. Et donc, tu comprends, cette crise au moins a montré des choses, que le monde n'est pas aussi bien branlé qu'il laisse paraître. C'est-à-dire qu'il y a plein de zones qui sont pas du tout rigoureuses, on a des méthodologies qui sont vraiment instables, et des pratiques qui laissent vraiment à désirer. Et ce qui renforce cette idée que, bah oui, l'industrie utilise massivement l'orienté objet, mais c'est pas forcément pour de bonnes raisons. C'est peut-être... Moi, par exemple, hein, si j'avais pas lu cet article et que j'étais devenu CTO d'une entreprise, je me serais dit, bah on va partir sur telle et telle technologie qui sont orientées objet. Hein, et même, j'ai déjà fait, hein, j'ai déjà dit, bah tiens, on part sur du PHP, on part sur ce qui est massivement utilisé. C'est normal. Y a pas à se blâmer. C'est pour ça qu'on fait ce travail. Hein, moi, l'idée, c'est pas de dire ah là, vous faites des logiciels qui tuent des gens. Moi aussi, j'ai fait. C'est pas des erreurs. J'ai été curieux, j'ai été sur des articles, et à un moment, on prend acte. Hein, je crois qu'il y avait un mec qui avait dit en médecine oui, tiens, faut se laver les mains, et les gens ils se sont rendus compte que bah en fait ils avaient peut-être tué leur patiente parce qu'ils s'étaient pas lavé les mains. Et donc ils ont essayé de mettre en, j'allais pas en prison, mais de dire ouais le mec est fou, ils ont essayé d'interner, c'est Semmelweis, Semmelweis c'est un médecin hongrois je crois, ils ont essayé de l'interner parce qu'ils acceptaient pas l'idée de se dire tiens on a tué nos patientes, c'était pour les femmes qui accouchaient. Et, et ça c'est problématique, parce que c'est sûr que si tu te sens attaqué, bah tu vas pas réagir. Donc moi c'est aussi un point que je dis, faut pas se sentir attaqué. Moi aussi, hein, je fais de la programmation orientée objet, il n'y a pas de problème, on va pas dire ah tiens vous les mecs qui faites de la programmation orientée objet, vous êtes des assassins, vous faites des programmes qui sont dangereux. Non, non, il y a des fonctionnements pareil en médecine qui sont pas bien branlés, qui sont un peu instables. À partir du moment où on en prend conscience, on prend acte et on bouge. Et c'est le but aussi de cette vidéo. Elle est un peu longue, c'est le but de toutes les vidéos que j'ai faites là en parlant de ça. Je me dis, tiens, c'est vrai que c'est chaud.
faut que je m'intéresse quand même faut que je lise les articles, faut que j'en fasse des vidéos, parce que faut qu'on en prenne conscience, et c'est aussi pour ça que j'en parle. Ça se trouve, c'est de la merde, hein, et c'est pour ça, là, je vais m'intéresser, on le verra à la fin, aux technologies qu'ils proposent. Si je vois qu'il y a des problèmes, je dirais, ouais, mais peut-être qu'il y a des problèmes. Donc, je préfère faire des vidéos qui sont longues. On m'a dit que les vidéos étaient un peu longues et tout. J'ai pas envie de faire des vidéos punchy en disant, la programmation orientée-objet, c'est l'horreur, nanani, nanana. Non, on est dans un mode de réflexion. On lit des articles de façon dynamique, je montre les idées, et après, voilà, on réfléchit de notre côté, tu réfléchis de ton côté, moi je réfléchis de mon côté, et t'en parles à tes collègues, tu partages les vidéos, je pense que c'est important, hein. Et on monte la réflexion, comme ça, on prend le temps de réfléchir, d'avoir un retour d'expérience, et puis voilà. Comme au final ce qui s'est passé, je pense, pour l'usage du savon. Au final, ils se sont dit, bah tiens, on va se laver les mains pour... ils ont été un peu méchants au début, mais après, à la fin, ils sont quand même dit, ouais, tiens, en fait, ça serait peut-être mieux d'utiliser du savon, c'est vrai qu'il y a des microbes derrière. Bon, là, on parle des fondations solides, donc là, il nous dit, voilà, bah, c'est la programmation fonctionnelle, parce que la programmation fonctionnelle, c'est les mathématiques de la programmation, et voilà, il nous dit que le corps, en fait, de la programmation fonctionnelle, c'est les fonctions, c'est particulièrement les fonctions pures. Et pourquoi? Parce que les fonctions pures sont déterministiques, donc prédictibles. Et est-ce que, voilà, on peut se dire, est-ce que ça va nous assurer, en fait, d'avoir des logiciels qui sont bug-free, qui sont sans bug? Et il dit, bah non, c'est pas magique. Par contre, et ça c'est super intéressant cette phrase, par contre, s'il y a un bug dans le programme, eh ben, ce sera déterministique, c'est-à-dire que ça va se répéter à chaque fois avec les mêmes entrées. Et donc, on va pouvoir le repérer beaucoup plus facilement et le réparer plus facilement. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que oui, ça veut pas dire que ça va pas être magique, par contre, ce sera plus simple à repérer et plus simple à réparer. Et aussi à prévenir. Il disait, voilà, bah pareil, là, il nous dit, bah, on nous parle du passé. Avant, on avait le go-to statement, le go-to, qui faisait en sorte qu'on sautait, en fait. Tu mettais un go-to, je sais pas si tu as fait du VBA, du vieux VBA, enfin, du vieux Visual Basic. En fait, tu avais go-to, c'est-à-dire que tu écrivais, en fait, un bloc de lignes, et tu disais, ouais, tiens, go-to, genre ligne 8, pour pouvoir, toi, faire comment dire, des conditions et des boucles. Moi, je me rappelle de ça, j'ai fait vite fait de ça, et en fait, le problème, c'est que bah, tu vois pas, toi, à l'exécution de ton programme, c'est difficile de savoir vraiment où t'en es, quoi. Et ça provoquait énormément de bugs, donc à un moment, on a arrêté ça, et c'est pour ça que le COBOL, à un moment, moi, j'ai déjà fait un peu de COBOL, c'était horrible déjà au niveau des outils, mais même, voilà, s'il y a des GoTo, c'est horrible, hein, ça provoque des bugs. Donc les vieux qui disent, oui, nous, dans le temps, on avait des technologies de ouf, bah non, s'il y a du GoTo, c'est mort. Donc tu vois du GoTo dans un truc, si par exemple tu es nouveau programmeur et qu'on te propose de faire du COBOL et que tu vois un GoTo, tu dis, ah, mais ça c'est pas possible en fait, ça c'est pas safe. Sachant que les GoTo, t'en as sur du COBOL que tu as dans toutes les banques, hein, et dans toutes les assurances et dans toutes les mutuelles. Voilà, tu vois le monde instable dans lequel on vit, hein, c'est... Bon, après ça fonctionne, ça tourne, a priori il n'y a pas de problème, donc on peut se dire, ok, bon. Et c'est moins, on va dire, c'est peut-être un peu moins sneaky que l'orienté objet, parce que l'orienté objet, la difficulté, en fait, c'est qu'on ne sait pas, en fait, l'état global, en fait, à un instant donné. Parce que, voilà. How did I get to this state? Donc c'est un peu plus sournois, en fait, ce qui nous arrive avec l'orienté objet. Donc voilà, l'orienté objet, un objet peut être muté par d'autres objets. Et l'encapsulation, bah, nous aide pas, parce qu'en fait, on a les mutateurs et les... enfin bref, on a les getters et les setters qui peuvent changer les objets, en fait, qu'on change pas directement la valeur d'un attribut d'un objet, ça change rien, le fait est qu'on est quand même en train de muter les objets. Donc bon, là, il nous réexplique les choses. Et voilà, il nous explique, voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont lutter contre le fait de passer en fait à la programmation fonctionnelle, à l'idée d'un état immutable. Donc là, on va passer vite, hein, tac, voilà, il dit, voilà, saying, ouais, il nous dit, voilà, que ça peut pas être complémentaire. Ce serait comme dire que les saignées et les antibiotiques sont complémentaires. Non, c'est pas complémentaire. Là, il y a toute une liste.
Voilà, tu vas le lire toi-même parce que le but c'est quand même que même si c'est bien de discuter, je sais que tu as aussi envie de faire d'autres choses et le but c'est que ce soit quand même chill et cool. Et on va terminer. Il me dit voilà que le C++, le Java, le C Sharp, le TypeScript, c'est des langages du passé. Ils vont être du passé parce que voilà, au final, t'as des comportements trop instables. Je dirais même leurs dérivés, hein, par exemple PHP, c'est de la programmation orientée objet moderne hein, aussi. Et donc, lui, il nous conseille, pour commencer, comme option, alors soit F Sharp, ReasonML ou Elixir. Alors F Sharp, je pense que pour faire du back, c'est en concurrence avec Elixir. Et ReasonML, c'est en concurrence, on va dire, avec JavaScript. Alors, on va plutôt aller là. Lui, il est développeur Elixir, ReasonML et React. Ok. Bon. Donc, on va plutôt aller sur du Elixir. Donc ça, c'est pour ça que voilà, j'en fais un peu. Moi, je me forme là en ce moment un peu à côté sur du Elixir pour voir comment ça fonctionne. Parce que c'est flippant, hein. Quand tu lis tout ça, tu dis waouh. Voilà, Elixir, ce sera en description. Tu peux voir si je trouve une bonne. Après, enfin, en fait, la formation que j'ai trouvée, c'est une formation payante. Donc, je sais pas si je vais te la donner parce que tu vas me dire, ouais, t'as un partenariat, cela. Et puis, même, en soi, si je te recommande un contenu payant et qu'on me dit, tiens, tu nous amènes à aller vers un truc payant, sachant que j'ai rien du tout, ce serait chiant. Donc, je vais pas te donner de trucs payants. Parce que si je te renvoie sur un truc payant, c'est pour avoir de l'argent. Voilà, voilà, tu vois mon nombre d'abonnés, ce sera dur d'avoir des partenariats. Donc je vais plutôt essayer de te renvoyer sur des choses gratuites. Et puis moi-même essayer de faire des choses aussi gratuites sur YouTube. Parce que voilà, s'il faut changer, c'est important, et peut-être que je serai amené un jour à faire un truc payant, mais bon, en tout cas, c'est pas l'ordre du jour, parce que j'ai quand même envie de maîtriser ce que je fais avant de faire quelque chose de payant. Il y a un petit documentaire que j'avais vu à l'époque, que j'avais vu en fait il y a quelques années, mais j'avais pas trop compris. Ce serait intéressant peut-être que je le relise, enfin que je le regarde. Bref, ça c'est Elixir. Tu vois à peu près la. En fait, je mets ça pour que tu vois à peu près la syntaxe que ça a. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Voilà, ça c'est des tuples, ça c'est des atomes. Bref, il y a des. Ça c'est la façon de faire des fonctions fléchées. Il y a à peu près le système de fonctions fléchées. Voilà. Aujourd'hui, je suis pas encore spécialiste pour vraiment te dire tout un tas de trucs. Donc voilà, bon, tu regarderas ça. Il y a Reason Email. Il y a Reason Email, donc voilà, qui lui est en écosystème donc de JavaScript et qui part de OCaml. Elixir, en fait, ça part d'Erlang. Ça, c'est important à savoir. Tu vois, Erlang Ecosystem Foundation. Donc, ça part d'Erlang. Et c'est un espèce de subset qui permet de faire du Erlang plus facilement. Voilà. Et donc, avec une syntaxe qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus cool, ça a été créé. J'ai plus la date de la création. Je crois que ça a été créé peut-être en au début des années 2010. Peut-être 2009, mais au début des années 2010. Donc, c'est assez récent. ReasonML, j'ai pas la date. Mais ça a été créé par le créateur de React. Tu vois, c'est utilisé par Facebook et Messenger. Donc voilà, et il y a un truc pour faire du React donc qui s'appelle Reason React. Tu pourrais dire, ah tiens, c'est un truc un peu. Mais en fait, c'est le créateur de React qui a créé ça. Donc a priori, c'est compatible. A priori, c'est bien. Et c'est ce qu'utilisent Facebook et Messenger. Donc ceux qui ont créé. Enfin voilà. Donc React a été créé pour Messenger et Facebook. Donc tu imagines bien que s'ils utilisent un espèce de subset Reason React, a priori, c'est bien maintenu et c'est solide. Là, voilà, déjà, je me concentre sur Elixir, j'apprends Elixir, et après, je viendrai là-dessus. Je vais faire les choses calmement, voilà. Après, toi, si tu veux faire les deux en même temps, si t'es un gros warrior, tant mieux, voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je vais aussi mettre cet article en description. Je te souhaite une excellente journée. C'était Smartful. C'était une vidéo un peu longue, mais extrêmement nécessaire. Donc n'hésite pas à la partager, à mettre un pouce bleu, à t'abonner, hein. Voilà, je t'ai un peu teasé ceux que je ferai prochainement, hein, du Elixir. Voilà. Et sur ce, je te re-souhaite une excellente journée. Allez, c'était Smartful.